Merci beaucoup. Donc le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, effectivement, pas si rare. C'était considéré rarissime il y a encore quelques années. Et puis finalement, maintenant, on s'aperçoit que pas du tout. Alors ce syndrome a une définition clinico-radiologique qui a été proposée par des Américains, donc Calabrese, Singal et leurs équipes, en 2007. Et c'est une entité qui se manifeste par des céphalées inhabituelles, aiguës, sévères, volontiers en coup de tonnerre, plus ou moins associées à des déficits centraux, focaux et des crises comiciales. Et puis, un aspect radiologique tout à fait typique de vasoconstriction segmentaire et diffuse des artères cérébrales, qui va être spontanément réversible, même en l'absence de traitement, en moins de 12 semaines, ce qui fait toute la différence avec les vascularites cérébrales. Cette vasoconstriction peut être mise en évidence autant sur les examens non invasifs, comme ici cette ARM, que sur les examens invasifs, donnant un aspect pour les anglo-saxons en collier de perles et pour les Français, bien sûr, en chapelet de saucisse. Alors, cette maladie est aiguë. Elle commence généralement par des céphalées en coup de tonnerre et après, ça peut éventuellement se compliquer, mais il n'y a pas de nouvelles manifestations cliniques au-delà d'un mois. Donc, au-delà d'un mois, soit on a complètement récupéré, soit dans les formes catastrophiques, parfois, malheureusement, en raison d'AVC multiples. Il peut y avoir un décès, mais c'est moins de 2% des patients. Évidemment, cette entité nécessite l'absence d'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale, mais le vasospasme de l'hémorragie méningée anévrismale n'a absolument rien à voir avec les vasoconstrictions diffuses du syndrome de vasoconstriction. Alors, les causes sont multiples, la physiopathologie est méconnue, on pense qu'il s'agit d'une sorte de dérégulation aiguë du contrôle de la vasoactivité cérébrale avec un orage sympathique qui déclenche toutes ces manifestations. Alors, avant 2007, le SVCR a reçu plus de 13 appellations différentes, un peu selon qui voyait le patient. Et un des synonymes, c'est l'angiopathie du postpartum. Et d'ailleurs, ces angiopathies du postpartum sont les syndromes de vasoconstriction, souvent les plus sévères. Et c'est dramatique, puisque ça touche généralement des personnes très jeunes. Alors en français, il y a un nom qui est assez souvent utilisé. Par exemple, à Montpellier, ils sont obstinés à vouloir appeler les ESVCR des angiopathies cérébrales réversibles. Bon, ben, pas moyen de les faire changer d'avis. Voilà. Pourtant, je m'y emploie, mais bon. Alors, les données que je vous montre proviennent de plusieurs larges séries. Il y en a 2 aux États-Unis. Une de 139 patients en bicentrique sur 15 ans. Une autre de 59 patients en bi puis tricentrique sur 12 ans. Notre série française de la Riboisière, 173 patients en 8 ans seulement, recrutés sur un seul centre par les urgences céphalées de la Riboisière et l'UNV. Et puis une série taïwanaise qui est recrutée sur un centre céphalé, donc qui a des patients moins sévères, et où là, ils vont publier des données de suivi sur 210 patients en 11 ans. Ces séries ont toutes démarré en 2002-2004. Maintenant, il y a des cas publiés dans le monde entier, partout. Et probablement que c'est une entité qui reste encore sous-diagnostiquée, parce que si on y pense devant des céphalées en coup de tonnerre multiples ou des troubles neurologiques aigus en postpartum, pour des formes peut-être un peu plus frustres, on y pense moins. Alors, quand suspecter un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, qui sont les patients? Alors déjà, aux urgences céphalées et à la Riboisière, ça représentait 0,26% de tous les patients vus en 2007. Maintenant, c'est probablement plus. C'est une affection qui peut toucher les deux sexes, mais qui a une prépondérance féminine, avec 2 à 4 femmes pour un homme. Ça peut démarrer à n'importe quel âge. Les cas les plus jeunes, maintenant, c'est plus 10 ans, c'est 7 ans, publiés dans la littérature. Et mon patient le plus vieux, 86 ans. Mais en moyenne, ce sont des personnes entre 40 et 45 ans. La plupart n'ont aucun antécédent de céphalée, 3/4. Bon, bien entendu, il y en a 25% qui sont migraineux. Et les migraineux qui font un SVCR ont souvent un SVCR plus grave. C'est un facteur de risque. Et puis, la moitié des patients ont un ou plusieurs facteurs favorisants. Donc le postpartum,
dans les 1 à 4 semaines qui suivent un accouchement normal ou pathologique. Et puis l'exposition à diverses substances vasoactives. Donc ces substances vasoactives, en France la plus fréquente, c'est le cannabis. Talonné de près par les antidépresseurs sérotoninergiques, donc inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, soit spécifiques, soit mixtes. Et puis ensuite, tous les alpha-sympathomimétiques utilisés en ce moment, par exemple, pour se déboucher le nez quand on est enrhumé. Peuvent aussi être impliqués dans la survenue de SVCR, des traitements pour traiter les crises de migraine, qui sont des vasoconstricteurs, comme les triptans ou les dérivés de l'ergot de seigle, et puis d'autres choses plus anecdotiques ou plus rares. En tout cas, donc, le postpartum, toutes les drogues, soit le cannabis ou celles qui sont alpha-adrénergiques, et puis les antidépresseurs et les décongestionnants pour le nez. Comment va se présenter la maladie? Dans la moitié à 92% des cas, donc dans notre série française, 3 quarts des patients vont avoir uniquement des céphalées isolées. Et ces céphalées, elles sont en coup de tonnerre, donc d'emblée maximale, en moins d'1 minute, et elles vont se répéter sur 1 à 4 semaines. Et le patient, il va avoir 2, 4, 5, 6, 12 épisodes, volontiers provoqués, mais provoqués par des choses qu'il ne va pas forcément vouloir rapporter quand il vient aux urgences. Puisque le facteur déclenchant majeur, c'est l'activité sexuelle, avec des céphalées en coup de tonnerre, soit pré-orgasmique, soit orgasmique. Après, on peut en avoir en se penchant en avant, tous les efforts, surtout ceux à glotte fermée, les émotions, comme par exemple se faire arrêter par la police ou voir sa maison brûlée ou des choses comme ça. Tous les efforts de Valsalva, tout éternuement, défécation, chanter, le fou rire et le contact avec l'eau. Donc des gens qui ont des céphalées en coup de tonnerre, ils vont avoir la première au cours d'une activité sexuelle. Après, le lendemain, ils se douchent, bam, une céphalée en coup de tonnerre sous la douche, et le lendemain, en montant les escaliers. À peu près 40% des patients ont une poussée hypertensive au moment des céphalées, ou parfois en dehors, qui peut être majeure. Et ce tableau-là, il est tellement pathognomonique que si vous avez des gens qui vous décrivent ça, ils ne peuvent avoir qu'un SVCR. Après, vous avez 8 à 43% des patients, selon les séries, qui vont avoir d'autres symptômes, soit des crises d'épilepsie de n'importe quel type, qui sont souvent dans les premiers jours, soit des déficits focaux, qui, lorsqu'ils sont transitoires, peuvent ressembler soit à des AIT, soit à des phénomènes plus progressifs type aura migraineuse, et lorsqu'ils sont persistants, plus de quelques heures, révèlent volontiers un accident vasculaire cérébral, soit ischémique, soit hémorragique. Et puis, malheureusement, il y a des formes catastrophiques, qui sont l'apanage des femmes. Volontiers, alors il y a deux possibilités, soit c'est une jeune femme en postpartum, soit c'est une femme qui a 48-50 ans et qui est migraineuse et qui a une forme idiopathique. Et c'est imprévisible. Et tout d'un coup, ça part par des céphalées en coup de tonnerre et ensuite il va y avoir des œdèmes cérébraux majeurs, une vasoconstriction incontrôlable, des AVC multiples et ce qui aboutit à une mortalité de 2%, certes faible, mais les AVC, malheureusement, peuvent être sévères et laisser des séquelles. L'imagerie cérébrale est piégeuse. Donc là, évidemment, je vous ai mis des aspects anormaux. Le problème, c'est que parfois, l'imagerie parenchymateuse reste strictement normale. C'est le cas à la première imagerie. Donc les gens, ils arrivent pour 1, 2 céphalées en coup de tonnerre. On leur fait une imagerie, scan et IRM. Et elle est normale dans 55 à 80% des patients. Mais quand on les prend à la fin du SVCR, au bout de, mettons, 1 mois, eh bien l'imagerie, elle est normale dans plus que 19% des cas aux USA, 63% en France, ce qui veut dire que vous pouvez arriver avec une imagerie normale et constituer des lésions quelques jours après, avec une première imagerie normale. Alors les anomalies au finish, eh bien, elles sont de fréquence variable selon le mode de recrutement. Évidemment, aux USA, où ils ont tout recruté dans un stroke center, ils avaient 80% d'imagerie anormale. Qu'est-ce qu'on peut voir? Des leucoencéphalopathies postérieures réversibles, des infarctus cérébraux, des hémorragies cérébrales, soit parenchymateuses, soit méningées, et parfois des hématomes sous-duraux, je ne vous en reparlerai pas, mais c'est une cause d'hématomes sous-duraux aigus. Alors les PRES, donc les leucoencéphalopathies postérieures réversibles, 10 à 40% des SVCR,
souvent au cours de la première semaine, donc juste après l'installation des céphalées en coup de tonnerre. C'est volontiers asymptomatique, comme chez ce patient, qui avait juste des céphalées. Et regardez, donc ça, ces hypersignaux, flair, les noyaux gris centraux, un peu ici en postérieur, un peu aussi dans le cervelet. Et déjà, 10 jours après, tout s'est nettoyé, il n'a plus rien. Le SVCR est probablement sous-diagnostiqué dans les séries de presse, hein, parce que souvent on s'arrête à un diagnostic, on dit « oh, c'est bon, c'est un presse », et on n'explore pas les artères, ou on part sur un autre diagnostic, mais finalement, ce n'est pas très important, puisque ces entités nosologiques se recouvrent complètement. Après l'hémorragie sous-arachnoïdienne, donc une des grandes découvertes, hein, grâce à ces séries sur les syndromes de vasoconstriction, c'est que le SVCR est une cause d'hémorragie sous-arachnoïdienne, un tiers des patients, souvent chez des femmes, et ce sont généralement des hémorragies corticales dans un ou plusieurs sillons, d'un côté ou des deux côtés, donc souvent à la convexité, rarement périmésencéphalique, très rarement abondante. Le diagnostic de ces hémorragies méningées est mieux fait par l'IRM que par le scanner, parce que comme ce sont des petites hémorragies, eh bien dans la moitié des cas, on ne les voit pas au scanner. Elles surviennent dans la première semaine, et parfois après une première imagerie normale. Donc c'est-à-dire que le patient il peut avoir une céphalée en coup de tonnerre, on lui fait une IRM, elle est normale, 2 jours après, il a une hémorragie méningée. La moitié sont associées à un autre AVC. Le pronostic est excellent si l'hémorragie méningée corticale est isolée, et c'est la cause majeure d'hémorragie de la convexité chez les sujets de moins de 60 ans. Donc si vous voyez une imagerie comme ça, une petite hémorragie méningée corticale, le patient il a moins de 60 ans, c'est probablement un SVCR, entre autres causes. Hein. Les thromboses veineuses, par exemple, peuvent aussi donner ce type d'anomalie. Ensuite, 12 à 20% des patients vont avoir un hématome intraparenchymateux qui peut être unique ou multiple, lobaire ou profond, de volume variable, et qui survient entre J1 ou J0 au moment de la première céphalée en coup de tonnerre jusqu'à J8. Donc on peut rester à avoir des maux de tête atroces pendant 8 jours, et au bout de 8 jours, paf, faire une hémorragie, alors qu'initialement tout était normal. Il y a 4 modes de présentation, donc des céphalées isolées, céphalée plus épilepsie, céphalée et déficit focal. Puis, comme chez cette patiente en postpartum, donc elle accouche, le lendemain, elle fait une première céphalée en coup de tonnerre où tout va bien, on lui fait même pas, si on lui fait un scanner, le scanner est normal. À J3, elle fait une nouvelle céphalée en coup de tonnerre avec un trouble du langage, donc on appelle le psychiatre, puisque bon, dès qu'une femme a mal à la tête, il faut qu'elle aille en psychiatrie. Donc le psychiatre qui a des vagues notions de neurologie dit non, mais elle n'est pas folle, elle est juste aphasique, faites un scanner. Comme elle en a eu un 2 jours avant, on se dit oh quand même et tout. Donc là, elle a un scanner à J4 avec 2 hématomes frontaux qui expliquent quand même assez bien la symptomatologie. Elle a parfaitement guéri sans séquelles, c'était une belle angiopathie du postpartum. Donc vous pouvez avoir des céphalées isolées avec une imagerie normale pendant plusieurs jours, puis ensuite une hémorragie intracrânienne, intraparenchymateuse, intracérébrale, quelques jours après, avec ou sans nouveau déficit. Les infarctus, eux, sont souvent dans les tableaux typiques de SVCR qui se manifestent par des céphalées en coup de tonnerre répétées, retardés. Ils surviennent volontiers dans la 2e semaine. Typiquement chez des patients qui ont eu des céphalées en coup de tonnerre, peut-être une petite hémorragie méningée corticale, et puis ils surviennent en moyenne entre J9 et J11. Donc vous voyez, de temps en temps, ça survient chez quelqu'un qu'on a renvoyé à la maison, puisqu'on ne garde pas les gens pendant 15 jours à l'hôpital. Et moi, j'ai eu des patients qui étaient renvoyés chez eux, et chez eux, pouf, ils ont fait leur infarctus. L'autre problème, c'est l'émergence d'un concept. Hein. Vous savez que pendant très longtemps, avant qu'on connaisse l'athérome, la fibrillation auriculaire, le spasme d'une artère cérébrale était considéré comme le mécanisme majeur des infarctus cérébraux, puis c'était complètement tombé en désuétude. Et bien maintenant, le vasospasme comme cause d'infarctus cérébral est en train de réémerger à nouveau, et Valérie Wolf vient juste de publier une série sur des infarctus du sujet jeune, de moins de 45 ans, et sur 159 patients, et bien 13% ont en fait un SVCR sans céphalée en coup de tonnerre, et majoritairement lié à la consommation de cannabis. Alors, le RVCR est donc une affection dynamique. Ça commence par une céphalée en coup de tonnerre, peut-être des hémorragies dans la première semaine, et parfois
un infarctus aux alentours de J11, J12, avec en général une semaine entre les deux. L'autre problématique, là aussi, c'est une donnée très récente, puisqu'on a publié ça en 2013 dans Neurology, c'est l'association entre SVCR et vasoconstriction intracrânienne avec des dissections artérielles cervicales. Mettre ça en évidence a nécessité une imagerie systématique, intracrânienne et cervicale chez tous ces patients. Pourquoi? Eh bien, c'est quand même 12% de tous nos patients qui ont cette association entre un syndrome de vasoconstriction intracrânien et une dissection des artères cervicales, le plus volontiers vertébrale, et parfois qui n'est pas du tout symptomatique, hormis par des céphalées ou des cervicalgies. Donc il faut systématiquement leur regarder aussi les artères vertébrales. Alors quelles investigations si on suspecte un SVCR? Ben, déjà une imagerie cérébrale qu'il va falloir refaire au moins une fois à la 2e semaine, puisque dans 17% des SVCR hémorragiques, la première imagerie est normale. Une imagerie des artères cérébrales pour voir la vasoconstriction. Une imagerie des artères cervicales pour voir s'il n'y a pas une dissection associée. Et puis, prouver la réversibilité à 12 semaines. Le problème, c'est que là, on a vu qu'il y avait une sorte de progression des lésions à l'imagerie parenchymateuse, mais il y a également une apparition des anomalies artérielles au début en distal. Et après, au bout de quelques jours, ça progresse en proximal. Ce qui fait que l'ARM ou l'angioscanner fait dans les premiers jours est normal dans 20 à 40% des patients. Et qu'il faut donc savoir le refaire lorsqu'on suspecte le diagnostic. Ensuite, il y a des investigations étiologiques qui sont importantes. L'interrogatoire, les dosages pour les toxiques. Une ponction lombaire, parfois, s'il n'y a pas de contre-indication pour le diagnostic différentiel, et puis une rare coexistence décrite avec des méningites virales. Et puis il y a des causes rares qui nécessitent un traitement spécifique, comme les phéochromocytomes, en fait toutes les tumeurs qui sécrètent des catécholamines, phéochromocytomes, tumeurs carcinoïdes ou tumeurs du glomus carotidien. Alors les accidents vasculaires cérébraux dans le SVCR posent des problèmes diagnostiques. Premier cas de figure, on a une hémorragie méningée, un hématome ou un infarctus avec des céphalées ou pas de céphalées si c'est tellement sévère que le patient n'est pas capable de dire qu'il a mal à la tête. Et on lui fait donc une ARM ou un angioscan ou une angiographie. Si c'est normal, eh bien, on a une hémorragie ou un AVC de cause indéterminée. Dans ce cas-là, si le contexte pourrait évoquer un SVCR, il faut refaire une autre angiographie cérébrale. Il faut aussi regarder les veines, parce que ça peut être une thrombose veineuse cérébrale. Le tableau clinique, au début, peut se recouvrir, surtout en postpartum. Si l'artériographie montre d'autres lésions artérielles, en particulier si vous avez une hémorragie méningée corticale ou un hématome intraparenchymateux associé avec une dissection. Le lien entre les deux, c'est souvent un syndrome de vasoconstriction. Et il faut donc refaire l'imagerie des artères intracrâniennes. Et puis, si l'artériographie montre une vasoconstriction artérielle, se pose toujours la question de distinguer est-ce que c'est un spasme secondaire à l'hémorragie ou est-ce que c'est un syndrome de vasoconstriction ou alors est-ce que c'est une angine primitive. Alors, pour la distinction entre hémorragie méningée du SVCR et hémorragie méningée des anévrismes, il y a eu une étude américaine publiée en 2013 qui montre que ça n'a absolument rien à voir. En fait, les SVCR touchent les gens plus jeunes, souvent avec un antécédent de céphalée primaire ou de dépression, et qui ont des hémorragies méningées beaucoup moins sévères, avec en revanche des spasmes qui affectent beaucoup plus d'artères et de manière très très diffuse. Alors que le vasospasme de l'hémorragie méningée, il touche une ou deux artères à proximité de l'anévrisme. Pour ce qui est de la distinction avec une angéite du système nerveux central, eh bien dans les angéites, déjà il n'y a pas de dissection, il n'y a pas de presse, et le plus souvent il n'y a pas de céphalée en coup de tonnerre répétée. Donc ça ne se recouvre pas tellement en fait. Alors quel est le traitement une fois qu'on a diagnostiqué? Tout d'abord un traitement symptomatique, arrêt de toutes les substances vasoactives, mise au repos du patient, soit chez lui, soit à domicile selon la gravité. Il doit cesser tous les facteurs déclenchants de céphalée en coup de tonnerre, donc abstinence sexuelle pendant au moins 10 jours. Des fois ça pose des problèmes. Y compris à l'hôpital, non mais on a tout vu. Voilà. Il ne doit pas se laver les dents, il ne doit pas aller aux toilettes et pousser fort. Et ce sont des gens qui sont extraordinairement stressés à cause du caractère douloureux. Ils sont stressés des céphalées en coup de tonnerre.
Ils ne sont pas du tout stressés. S'ils ont des fourmillements dans le bras, une hypoesthésie, ça, ils n'en ont rien à faire. C'est tellement douloureux qu'ils vivent dans la hantise d'une récurrence de la céphalée en coup de tonnerre. Donc il faut souvent les mettre sous anxiolytiques, qui d'ailleurs va les calmer et permettre de passer la phase aiguë. S'ils ont des poussées hypertensives, on les traite comme à la phase aiguë d'un AVC. Et puis, alors, on leur administre de la nimodipine, mais sans aucune preuve d'efficacité versus placebo, exactement comme au cours d'une hémorragie méningée. Ça améliore les céphalées en 48 heures le plus souvent, mais ça ne prévient pas complètement les événements ischémiques. Les corticoïdes sont absolument à éviter, puisqu'elles sont associées à un plus mauvais pronostic dans la série USA. Et puis, pour des formes sévères, on peut se poser la question de procédure intra-artérielle, mais ça doit être sur une dégradation clinique et non pas sur une aggravation des vasospasmes, puisque, comme je vous l'ai montré, ils atteignent leur maximum au bout de 15 jours après le début. Le pronostic global demeure excellent, puisque les sujets sont jeunes, et donc, en général, c'est 78% qui ont un ranking entre 0 et 1, et seulement quelques-uns, 2 ou 3, quelques pourcents qui ont un ranking sévère. Pourtant, la mortalité, eh bien, même si elle est faible, elle touche des personnes très jeunes et souvent en postpartum, donc c'est généralement dramatique. Le mauvais pronostic, il est associé aux infarctus aux USA et aux hématomes parenchymateux en France. La récurrence est possible mais rare, 5% en 3 ans de suivi à Taïwan et moins de 5% en 5 ans sur notre série française. Alors au total, quand y penser, dès que vous avez des céphalées en coup de tonnerre récurrente, c'est facile d'y penser. C'est plus difficile devant une hémorragie méningée corticale, un hématome sous-dural, un AIT, un infarctus. Il faut y penser comme cause d'AVC. C'est une cause d'AVC. Ça doit faire maintenant partie des causes à rechercher devant un accident vasculaire cérébral. Le diagnostic est basé sur l'angiographie, la mise en évidence des vasospasmes. Parfois c'est normal au début, donc il faut le refaire une semaine après. Il faut le distinguer des vasospasmes de l'hémorragie méningée anévrismale. Et ce diagnostic, il est utile, déjà parce qu'il y a des causes rares qui nécessitent des traitements spécifiques, comme toutes les tumeurs sécrétantes, puis parce qu'il y a un traitement symptomatique qui semble efficace, avec repos et nimodipine, et puis parce qu'on peut proposer des procédures intra-artérielles d'administration de vasodilatateurs pour des formes ischémiques sévères. Évidemment, si au bout de quelques semaines, la vasoconstriction ne disparaît pas, attention au diagnostic d'angéite cérébrale. Dans le suivi, on remet une feuille au patient avec la liste des médicaments à éviter par mesure de précaution, même si cela n'a pas été démontré efficace contre autre chose. Donc on leur conseille d'éviter les sérotoninergiques, les alpha-adrénergiques et de surveiller leur pression artérielle, parce que dans la série française, et ce sont des données non publiées, un tiers des patients qui n'avaient pas d'hypertension artérielle avant le syndrome de vasoconstriction en ont développé une dans les 3-4 ans après. Les mécanismes sont encore mal compris, ce qui fait que c'est un sujet très important pour la recherche. Voilà.